lithiase biliaire peut être traitée médicalement. Il s'agit ici d'une jeune femme de 34 ans qui arrive chez vous pour un épisode douloureux fébrile de l'hypochondre droit sans ictère, rapidement et spontanément résolutif. Elle a un tableau assez classique sur le plan biologique, elle a un petit peu élevé, gamma-GT à 4N, lipase un petit peu élevée, phosphatase alcaline à 2N, bilirubine normale. Dans ses antécédents, vous retrouvez tout de même que cette jeune femme a déjà été cholécystectomisée pour une lithiase symptomatique et que depuis, elle décrit des épisodes douloureux abdominaux, récidivants, résolutifs. Et puis, en regardant ses bilans biologiques hépatiques, eh bien, vous vous rendez compte qu'en base, elle a déjà des transaminases un peu élevées, une gamma-GT à 2N. Et puis, sa tante a été également cholécystectomisée pour lithiase. Vous faites une belle échographie qui vous montre des images tout à fait caractéristiques. Alors, je n'ai pas le... Je mets dans mon sens, ça ira. Voilà. Donc, vous avez des images ici tout à fait caractéristiques. Je vous ai fait une illustration en dessous, que vous avez tout de suite reconnue. Et puis, vous faites une IRM. Et cette IRM met en évidence de petites images dans les voies biliaires intra-hépatiques. Il s'agit donc d'une lithiase avant 40 ans chez une femme, symptomatique, récidivante après cholécystectomie, avec un antécédent de lithiase familiale, et cette jeune femme a des images intra-hépatiques très particulières qu'on appelle les images en queue de comète. Et bien entendu, vous avez tous fait le diagnostic de syndrome LPAC. Vous demandez immédiatement au centre de référence la mutation du gène MBR3 et celle-ci revient à l'état hétérozygote. L'évolution est rapidement favorable en termes de symptômes sous acide urso désoxycholique. Et la question que vous vous posez chez cette jeune femme, c'est quid de la prochaine grossesse, puisqu'elle est à haut risque de développer une cholestase gravidique. L'acide urso, pour mémoire, est un principe actif qui est un acide hydrophile, acide biliaire, qui représente seulement 5% de la totalité des acides biliaires. Son histoire est très ancienne puisque dans la dynastie Tang, il était connu comme très efficace, comme élément cholérétique. Et ce n'est en fait qu'en 1975 qu'on a connu son efficacité sur la dissolution des calculs des cholestérols. En 89, premier essai randomisé contrôlé de la UDC dans la cirrhose biliaire primitive. En 94, première AMM pour première ligne en CVP. Et depuis les années 90-96, eh bien, il y a beaucoup de travaux qui continuent à être faits sur cette molécule parce qu'elle a des propriétés très intéressantes, à la fois immunomodulatrices et anti-inflammatoires, qui font que son histoire n'est probablement pas terminée. L'acide urso a essentiellement un intérêt dans le traitement de la cholestase. La cholestase, c'est un défaut de fabrication de la bile et ou de son élimination. Et les maladies cholestatiques, et principalement intrahépatiques, même si je vous ai montré une histoire de lithiase, sont d'origine génétique ou inflammatoire. Leur caractéristique commune, c'est la progression vers la cirrhose. Et sur le plan physiopathologique, il s'agit d'anomalies des transporteurs biliaires et également des récepteurs nucléaires qui vont réguler l'homéostasie des acides biliaires. Alors, selon les dernières recommandations européennes, on définit la cholestase nécessitant d'enclencher un bilan étiologique par une phosphatase alcaline supérieure à 1,5N et une gamma-GT supérieure à 3N. Alors, quelles sont les indications actuellement reconnues de l'acide urso désoxycholique en hépatologie? Alors, les indications hépatocytaires, donc essentiellement génétiques, ce sont les cholestases intrafamiliales de type 3, la cholestase gravidique, les indications cholangiocytaires, la cirrhose biliaire primitive et la cholangite sclérosante primitive, mais également les atteintes hépatiques, cholestatiques de la mucoviscidose. Et sur le plan extrahépatique, eh bien, les indications qui sont tout de même très marginales pour la lithiase cholestérolique symptomatique,
qui ne peut être chirurgicale, mais l'alithiase cholestérolique du syndrome LPAC, syndrome qui est malheureusement probablement un peu méconnu. Alors il y a des indications potentielles. On a parlé il y a 3 ans, je crois, de la NASH et de l'acide urso. On peut parler aussi des cholestases récurrentes bénignes, des chevauchements, hépatite auto-immune, cirrhose biliaire primitive. Sur le plan cholangiocytaire, la maladie du greffon. Et puis des indications marginales, mais qui en fait ne le sont pas tant, puisqu'elles sont largement utilisées, comme la sarcoïdose, la maladie veno-occlusive, l'hyperplasie nodulaire régénérative, voire la cholestase de la nutrition parentérale. Et enfin, sur le plan cholangiocytaire, le rejet de greffe hépatique. Alors cet acide urso est extrêmement intéressant, je vous ai dit, pour ses propriétés. Tout d'abord, c'est surtout un cytoprotecteur. Un cytoprotecteur anti-apoptotique qui maintient également l'intégrité mitochondriale et donc empêche les oxydants d'agir contre les cellules. Il a également un effet cholérétique, et cet effet cholérétique est associé à la modification du pool biliaire. Et puis, dernier élément, et élément très important, son action anti-inflammatoire et immunomodulatrice. Alors, quand on parle de la cirrhose biliaire primitive, on est obligé de faire appel à Raoul Poupon pour vous raconter quand même cet historique qui a marqué l'acide urso désoxycholique, puisque tous les effets de l'acide urso sont utiles à différents stades de la maladie. Cette efficacité clinique a d'abord été montrée dans les essais contre placebo, efficacité très claire sur la cholestase biologique, un petit peu moins claire sur l'amélioration histologique, car seulement à un stade précoce de la maladie, il faut donc traiter ces patients très précocement, et des études ont également montré un bénéfice sur la survie sans transplantation. Ces études ont été suivies d'études cas contrôle avec un suivi à long terme sur 10 ou 20 ans, et ces études longitudinales ont montré que les patients qui étaient traités à des stades précoces avaient une survie tout à fait comparable aux témoins. Il a été également déterminé un certain nombre de facteurs de bon pronostic d'évolution de ces maladies sous acide urso. Ce sont les critères de Barcelone, c'est-à-dire à 1 an de traitement, une diminution de la phosphatase alcaline de plus de 50% de la valeur de base, puis les critères de Paris qui sont plus sensibles. À 1 an, une phosphatase alcaline inférieure à 3N, une bili inférieure à 17 micromoles et l'azate inférieure à 2N. En résumé, la recommandation, c'est toutes les cirrhoses biliaires primitives, 13 à 15 mg par kilo jour, au stade les plus précoces possibles, en vérifiant la réponse biochimique. Cholangite sclérosante, eh bien c'est moins clair pour la cholangite sclérosante. Il y a eu on a beaucoup tâtonné sur les doses. Les premiers essais à 10 ou 15 mg par kilo ont montré une amélioration biologique, mais pas d'amélioration des symptômes, ni de l'histopathologie. Et à partir de 20-25 mg par kilo, on commence à voir une amélioration de la fibrose et de la cholangiographie. Il y a un essai scandinave unique qui montre une tendance pour une amélioration de la survie à 5 ans. Et puis, on a eu des essais à 25 ou 30 mg par kilo. Quand on utilise des fortes doses, on est extrêmement efficace. Et par contre, il a été montré également qu'il y a un risque élevé d'événements dans les formes évoluées, de décompensation sous forme d'hypertension portale et de transplantation hépatique, d'où les recommandations de ne pas, dans cette indication, dépasser 25 mg par kilo. L'efficacité de l'acide urso se voit également dans les associations avec les MICI. CSP MICI, on a 3 études concordantes qui montrent la prévention du risque dysplasique et néoplasique conique. Et une étude qui a montré une plus faible mortalité chez ces patients ayant à la fois une CSP et une MICI. En ce qui concerne le cholangiocarcinome, je crois qu'on peut conclure à des études négatives, puisque l'étude de cohorte allemande restée isolée, qui montre une diminution du risque relatif de moitié. Il y a 2 études scandinaves depuis et une étude américaine qui sont négatives. Les cholestases intrahépatiques familiales, alors pour l'adulte, on a essentiellement la cholestase intrafamiliale de type 3, qui est liée à la mutation du gène ABCB4, MDR3. Alors vous voyez ici, vous avez 2 hépatocytes, ils sont l'un à côté de l'autre. Ces 2 hépatocytes
vont former un canalicule biliaire et vous avez ici les transporteurs, ces fameux transporteurs qui sont mutés, ici mutation MDR3, BCD4 pour la phosphatidylcholine, mais il y a d'autres mutations également qui ont été décrites, comme le BSEP par exemple. Alors ces maladies s'accompagnent d'une augmentation du cholestase, bien sûr, et sur le plan histopathologique, de façon assez caractéristique, une prolifération des canaux biliaires, et elles évoluent vers la fibrose hépatique. Et vous avez vu qu'il y a une association à la lithiase intrahépatique. Alors dans cette affection, l'acide urso améliore les tests hépatiques, mais il s'agit seulement de recommandations de grade 3. Les études ont montré en effet que l'acide urso, il y a une étude principale, acide urso améliorait les tests biologiques dans plus de 50% des cas. La transplantation, pour comparaison, dans les formes évoluées de cette maladie, a une recommandation de grade plus élevé. La cholestase gravidique, je vous en ai parlé l'année dernière, vous savez tous maintenant qu'elle survient au 2e, 3e trimestre de la grossesse et qu'elle se traduit par un périte invalidant et que les jeunes patientes sont souvent très cytolytiques avec paradoxalement une gamma-GT normale avant d'être ictérique. Qu'il y a un risque de naissance prématurée accru et que dans 15% des cas, vous avez un substratum génétique puisque vous retrouvez la mutation MDR3. L'acide urso-désoxycholique est ici indiqué avec des recommandations de grade 1 dès le 2e ou 3e trimestre de la grossesse. Il soulage le prurite, il améliore la biologie et ce sont des recommandations de grade 2, il prévient les complications fétales. La lithiase LPAC, je ne reviens pas sur la description de mon cas clinique de tout à l'heure, pour vous dire simplement que l'acide urso est très efficace dans cette indication, à une petite dose, 10 mg par kilo, que vous aurez une disparition assez rapide des symptômes, et par contre une dissolution des calculs qui est beaucoup plus lente, avec recommandation d'un traitement à vie. Et ces jeunes femmes posent des problèmes lors des grossesses en particulier, puisque on peut, s'il y a des états de maluthiasique, leur proposer l'acide urso, de continuer de poursuivre l'acide urso au 1er trimestre de la grossesse. Les risques de complications sont la cirrhose biliaire et le cholangiocarcinome, et vous avez vu qu'elle est associée à la fois à la CIP3, ou peut être associée, et à la cholestase gravidique. Ça, c'est pour vous montrer les liens entre ces trois maladies qui sont liées à la mutation de MDR3 chez l'adulte, cholestase intrahépatique familiale, cholestase gravidique et lithiase du syndrome LPAC, avec pour les deux premières, cholestase intrahépatique et lithiase intrahépatique, le risque évolutif vers la cirrhose biliaire secondaire. Dernier point, la NASH. Alors, l'utilisation de la NASH, on va reprendre les recommandations de 2009 des experts européens qui recommandaient d'utiliser l'acide urso dans les NASH très actives avec fibrose significative, en associant l'acide urso-désoxycholique soit avec un antioxydant type vitamineux, soit avec glitazone, mais vous savez qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore le retrait des glitazones du marché pour effets secondaires majeurs. Il y a deux études, alors paradoxalement, il y a deux études avec comparaison histopathologique qui ont été publiées à des doses de 13 ou 15 mg par kilo, donc relativement faibles, qui montrent pratiquement pas d'amélioration histopathologique, sauf sur la stéatose. Et il y a une étude française qui est à la base de l'utilisation et des recommandations, qui est une étude à forte dose, 25-30 mg par kilo, qui s'appelle l'étude URSO-NASH, et qui a montré que l'acide urso, dans cette indication, normalise les transaminases, améliore les paramètres de l'insulinorésistance, ça c'est un élément très intéressant, et améliore le fibrotest, puisque dans cette étude de grande envergure, il n'y avait pas d'histopathologie. Et il faut, quand vous essayez de l'acide urso chez les patients atteints de NASH, relativement sévères, tester la latte, et si au bout de 4 mois vous n'avez pas d'amélioration consistante des transaminases, il est inutile de continuer. Quelques précautions à bien connaître dans l'utilisation de l'acide urso. Souvent ces malades se grattent, on a tendance à leur mettre un peu de cholestéramine, et il faut respecter au moins un intervalle de 4 heures entre la prise de cholestéramine et la prise de l'acide urso. À prendre en compte dans les interactions médicamenteuses également, la cyclosporine,
donc chez des patients par exemple transplantés qui vont prendre de l'acide urso-désoxycholique, car il y a des risques importants de variation des concentrations sanguines de la cyclosporine. Ne pas oublier et ne pas dépasser 25 mg par kilo au jour dans la pathologie sclérosante primitive, et pensez, quand vous introduisez de l'acide urso, et quelle que soit la pathologie, à surveiller le bilan hépatique et à vérifier la normalisation des alertes. Au total, des doses adaptées à chaque pathologie, en sachant qu'il y a au moins 4 indications que vous connaissiez très bien, 3 nouvelles indications que sont la CIP3, la cholestase gravidique et le stalithiase du syndrome LBAC. Et je pense que vous allez voir que nous sommes au début, au balbutiement du développement de l'acide urso-désoxycholique du fait de ses propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices. Je vous remercie.